On a, dans le cadre de la guerre commerciale avec les Américains, choisi province par province d'enlever les alcools américains de nos tablettes. Je crois que l'Alberta les a remis, Isabelle, mais la Colombie-Britannique, l'Ontario et le Québec, les deux très importantes provinces, importants clients pour l'alcool américain, perpétuent ce boycott. Et là, bien évidemment, depuis la nouvelle salve là, de tarifs qui a été annoncée par Donald Trump lundi soir, plusieurs demandent à ce que peut-être on revienne sur cette décision. Bien, entre autres, Éric Duhem qui avait fait cette sortie-là, parce qu'il y a plusieurs qui pointent du doigt le fait qu'on ait interdit, qu'on ait enlevé des tablettes. Certains vont dire que ça a peut-être même causé préjudice pour la suite des choses. Et ça, c'est comme un sujet, une ligne qui est sensible, là, parce qu'il y a discorde là-dessus. Je ne sais pas, toi, ta position par rapport à ça, sur l'alcool qu'on a retiré, mais plusieurs aimeraient qu'on la remette, dont Éric Duhem. On va poser la question à tout le monde, en fait. 1-877-827-2346, 1-87 Cube Radio, écrivez-nous. Devrait-on remettre dès maintenant les bouteilles américaines en vente? Moi, personnellement, je suis un peu tiraillé, je dois t'avouer. Moi aussi. Il y a des arguments, des bons arguments des deux côtés. Dans un premier temps, je pense qu'on a fait ça un peu pour envoyer un message. Les premiers tarifs du jour de la libération n'avaient pas de maudit bon sens. C'était basé sur de faux prétextes, là, le fentanyl, l'immigration massive provenant du Canada, c'était des purs mensonges. On a mis un tsar du fentanyl, dont j'oublie complètement le nom. Et on a donc pris cette action-là, puis on dirait que, pour moi, à ce stade-ci, de revenir sur cette décision, ce serait faire cadeau à l'administration américaine qui se comporte comme un bully, là, qui vient d'en remettre une couche, qui nous écoute pas, qui dit qu'il se fout de nous, qui nous aime pas. Donc, est-ce qu'on a envie de leur faire une fleur là-dessus? Il y avait quelque chose aussi, je trouve, dans la façon peut-être dont on le fait. Tu sais, les produits, on les avait déjà ici. Est-ce qu'on n'aurait pas pu écouler le stock puis juste après choisir nos portefeuilles après différemment? Il y a ça aussi où je me dis, on avait déjà l'inventaire. Donc ça, je me suis questionnée. Puis par la suite, est-ce que c'est de lui faire une fleur, de les remettre? Je ferais peut-être je sais pas. Moi, de toute façon, j'achetais pas vraiment de vin des États-Unis. Moi, perso, je n'aime pas beaucoup les vins des États-Unis. Non, mais puis ça, c'est le contre-argument. Mon côté économiste, libre marché, tu sais... un peu favorable à ce que les consommateurs puissent exprimer leurs préférences. Puis c'est l'argument d'ailleurs que font Éric Duhem. Il était avec nous lundi, hier avec Rémi Karima. Hier. Ouais. Et je pense qu'on a eu l'IEDM aussi ce matin, l'Institut économique de Montréal, qui tous deux font valoir que remettez les produits dans les magasins de la SAC, de la LCBO et le consommateur peut faire son libre choix. Et moi, je te dis, personnellement, je suis pas comme le poing en l'air, là, très colérique, mais c'est vrai que en petite conscience d'acheteur local, ça se peut que j'en achète pas ou beaucoup moins. Et donc, ça se pourrait qu'on les remette puis qu'ils s'en vendent pas, finalement. En tout cas, moi, j'aurais revu l'inventaire. La stratégie, c'est, garde, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y en aura peut-être moins. On va diversifier nos offres. On va essayer de vous trouver des équivalents. Ça aurait pu être ça sur du long terme. C'est comme si on le fait très vite. Quelqu'un qui dit sur la messagerie texte qu'à la SAC de Terrebonne, les bouteilles américaines sont sur les tablettes. Puis il y a plusieurs personnes qui sont très favorables au retour de l'alcool américain sur les tablettes. Quand je vois présentement ceux qui rentrent, c'est un sujet qui vient chercher la petite corde sensible. Puis il y a quelqu'un, c'est Charles, qui dit qu'on chiale beaucoup contre Trump au Québec, mais pour lui, quand on regarde dans l'ensemble, il trouve que le Québec est la province la plus trumpiste du Canada. Ça se peut. Chose certaine, en tout cas, entre ceux qui réclament qu'on prenne action là, à la Doug Ford et autres, là, qu'on en remette une couche, et ceux qui sont plutôt en mode apaisement, est-ce qu'on doit plier les chines ou est-ce qu'on doit en remettre de nouveaux contre-tarifs puis essayer de s'en prendre aux Américains? C'est là où je réitère, puis c'est la conversation qu'on avait hier, toi et moi, Isabelle, je n'arrive pas à choisir mon camp. Là. Est-ce qu'il faut se taper le chest ou est-ce qu'il faut plutôt être le gentil voisin puis tendre l'autre joue? Là, mais si on avait la recette, on le ferait. Là. Je veux dire, il n'y a pas personne encore qui a trouvé la fameuse recette. C'est difficile, on marche sur des œufs, mais je crois que des fois, dans l'énervement, on prend des décisions rapidement. Dans le cas de l'alcool, je ne sais pas si on l'a pris trop vite la première fois, mais c'est une question qui se pose. Je trouve ça intéressant. Mais là, la décision, elle est prise, puis là, il faut prendre donc une autre décision. Est-ce qu'on doit remettre ces produits-là, ces bouteilles-là est-ce qu'on n'est pas en train de juste de gosser sur une virgule dans une phrase aussi? Là? Je veux dire, c'est un petit détail sur tellement de choses. C'est une goutte d'eau dans l'océan, ça, les bouteilles. Là. Si il y avait autre chose qu'on aurait fait, il n'aurait pas été content. Là. Je suis pas sûre que c'est ça vraiment qui motive le tout. Mais c'est sûr qu'il y a des entreprises du Midwest, là, je pense aux fabricants de bourbon,
vendeurs de vin de la Californie, là, qui, eux, parce que c'est concentré là, sur quelques entreprises, quelques régions, à qui ça fait plus mal. Stéphane Rochefort est coprésident de Duvernois Esprit Créatif. Duvernois qu'on connaît pour ses produits comme la vodka pure, le Romeo Gin. Et dans l'industrie depuis une vingtaine d'années, Stéphane, qu'est-ce que tu fais de tout ça, selon toi? Doit-on remettre les produits américains sur les tablettes de la SAQ? Wow, c'est une bonne question, honnêtement. C'est sûr que, bon, ça outrepasse le côté entrepreneurial de ce qu'on fait tous les jours, mais c'est sûr qu'actuellement, la discussion, elle est beaucoup plus pour faire en sorte que l'Alberta et la Saskatchewan, qui sont les deux marchés aujourd'hui qui continuent à vendre des produits américains, qu'elles suivent la motion qui est déjà en place dans le reste du Canada. Donc, 85% actuellement des Canadiens n'ont pas accès aux produits américains. Alberta et Saskatchewan comptent pour 15% de la population. Aujourd'hui, pourquoi Donald Trump s'est réveillé il y a quelques jours pour imposer ça au courant du prochain mois? Ben, il ne faut pas se le cacher, c'est parce que son industrie lui met beaucoup de pression. Donc, c'est preuve que ça fonctionne. Donc, c'est sûr que nous, dans notre position, on croit qu'il faut maintenir le retrait des produits américains. Tantôt, Francis, tu faisais allusion à un auditeur là, qui mentionnait que les produits américains étaient présents à la SAQ. La SAQ a remis en circulation certains produits qui allaient approcher leur date de péremption, mais il n'est pas question de remettre tous les produits américains sur les tablettes de la SAQ. Et pourquoi l'avoir fait, de retirer des tablettes et non pas juste d'arrêter d'acheter? Ben, c'est qu'il y a une grosse symbolique, là. Il faut comprendre qu'il y a une symbolique extrêmement forte et ça fait mal aux Américains. Et même les tarifs que Trump veut imposer dans notre industrie à nous, il faut comprendre que les industries canadiennes qui vont être impactées par ça en exportant aux États-Unis aujourd'hui, ce sont des industries qui, oui, emploient des Canadiens, ont des usines au Canada, mais qui sont des entreprises qui ne sont pas canadiennes. Pour vous donner une idée, les deux spiritueux les plus exportés en provenance du Canada vers les États-Unis actuellement, bien, c'est Crown Royal, qui est propriété de l'anglaise Diageo, qui est également propriétaire de Smirnoff, de Baileys, de Guinness, entre autres. Et c'est Canadian Club, qui est propriété du groupe Beam, Suntory, donc qui est une filiale japonaise et américaine. Donc, mon point, c'est que même dans cette nouvelle mouvance, pour notre industrie à nous, c'est quand même encore les États-Unis qui vont être beaucoup plus touchés que nous. Donc, notre position à nous, c'est qu'on doit maintenir le boycott. Il faut comprendre qu'au Québec, c'est 930 produits qui ont été retirés des tablettes. En Ontario, pour vous donner une idée, c'est 3600. Oh, palais! Mais vous, est-ce que ça vous touche de quelconque façon? Est-ce que vous le sentez, là, cette prochaine menace là, qui pourrait avoir lieu le 19 août? Est-ce que ça vous touche par la bande? Ça nous touche par la bande au niveau de l'aluminium. On a eu une augmentation des prix de l'aluminium qui est extrêmement importante, de près de 25% dans la dernière année. Ouais. Ça nous touche sur notre business de canettes en aluminium. Puis c'est sûr qu'on n'est pas dans un contexte actuellement où on veut repasser ça aux consommateurs, donc on prend le hit, comme on dit. Donc oui, ça nous touche. Ça nous touche aussi dans un contexte où il faut se replacer là, en 2024, où on est en discussion avec des importateurs, des distributeurs aux États-Unis pour percer le marché américain. Un plan que vous aurez compris qu'on a mis au rencard, là. Donc, c'est sûr que dans des perspectives de croissance, ça remet énormément de choses en question. Donc, oui, ça nous touche. Si on avait regardé notre plan triennal d'il y a 2 ans, là, on n'est pas là. Ah, donc, pour vous, développer aux États-Unis, c'est terminé, là. C'est non. En fait, c'est pas terminé parce qu'il faut quand même qu'on continue à regarder tout ce qui se passe au niveau politique. Là, il y a, vous comprendrez, là, vous en parlez plus fréquemment que moi, là, mais la cote de popularité de notre bon vieux Donald n'est pas au top. Là. Donc, c'est sûr et certain qu'il faut continuer à être actif. Nos marques continuent, surtout Romeo's Gin, à avoir beaucoup d'appeal au niveau des États-Unis, où la catégorie du gin n'est absolument pas là où est-ce qu'elle est ici aujourd'hui, puis qu'on croit encore qu'on peut la révolutionner aux États-Unis. Ça prend beaucoup de moyens. Mais c'est sûr qu'actuellement, dans notre secteur d'activité, aller chercher le financement nécessaire pour déployer des stratégies là, de développement international, c'est beaucoup plus difficile, surtout aux États-Unis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Américains, là, dans notre industrie,
n'en veulent pas de tarifs, là. Les distributeurs, ils n'en veulent pas de tarifs. C'est extrêmement complexe. On parle beaucoup de notre industrie à nous. Et l'industrie de la tequila est extrêmement touchée par rapport au Mexique. C'est un autre dossier, mais tout le monde veut que les tarifs arrêtent. Il faut se rappeler qui a imposé des tarifs en premier, qui a commencé la guerre commerciale. C'était une contre-mesure. Hein? Donc, je ne veux pas jouer à qui a commencé. Et là-dessus, j'aimerais quand même qu'on envisage peut-être une alternative intermédiaire, Stéphane, parce que là, ce qui a été annoncé lundi soir par Donald Trump, c'est plein de tarifs, mais l'alcool canadien qui est vendu aux États-Unis serait tarifé à hauteur de 50 %. Dans les circonstances, voici une idée. Est-ce qu'on pourrait pas dire SAQ, LCBO, tout ça, on remet les produits américains, mais ils sont tarifés à 50 %. Donc, ta bouteille là, de, je sais pas, de Jim Beam là, qui se vendait 120 $, elle est maintenant 180 $. Donc, laissons le libre choix, mais je suis pas sûr qu'à 200 $, c'est le consommateur qui va payer pour. C'est ça, mais donc personne va en acheter. Il y a des alternatives, il y a des whisky anglais, il y a des whisky faits ici. Est-ce qu'on pourrait imposer des tarifs, des contre-tarifs, plutôt que de faire un boycott? Est-ce qu'on pourrait pas imposer une genre de prime à la vente de ces produits-là? En même temps, ils ne voudront plus en acheter, ils n'en vendront pas. Mon point, c'est que... On pourrait, certes, mais à mes yeux, il faut comprendre qu'il y a quand même des secteurs d'activité qui ont beaucoup bénéficié du boycott là, des produits américains. Dans notre cas précis à nous, là, dans notre catégorie, dans nos catégories, dans la vodka, par exemple, il y a Tito's, qui est la seule vodka américaine qui causait un peu de bruit puis qui prenait des parts de marché. On n'est pas dans le même secteur de prix. Au niveau du gin, il y a très peu de gin américain, là. Aviation, le gin de Ryan Reynolds, qui faisait très peu de ventes, très peu de parts de marché. Donc, ça ne nous a pas bénéficié à nous. Par contre, il y a des gens qui ont été curieux par rapport à des whiskies québécois. Ça a été très, très bon pour eux. Le business de whisky canadien dans le reste du Canada a également beaucoup bénéficié de ça. Les vins québécois, pas parce qu'ils sont des produits de substitution aux vins américains, mais parce qu'ils ont vu leur présence dans les tablettes de la SAQ amplifiée. Donc, dans la dernière année, les produits québécois ont eu un regain de vie, regain d'énergie très positif, qui s'était un peu estompé après la vague d'amour là, de la COVID. Donc, il ne faut quand même pas négliger ce côté-là aussi, où est-ce que ça bénéficie à notre économie par la bande des tarifs. Mais ça, vous le voyez encore, puis on en parlait avec une invitée tout à l'heure qui, elle aussi, est touchée là, par les tarifs. Est-ce que vous voyez vraiment l'intérêt pour les produits québécois ou on se fait accroire, on se fait une journée par année, là, acheter local, puis on était très fort dans la pandémie, mais est-ce que vraiment on a encore cette fibre-là d'acheter local, d'acheter québécois, canadien? C'est toujours fragile. Ça, c'est définitif. Là, il y a d'autres facteurs que l'achat local qui, aujourd'hui, souvent pèsent plus, entre autres la sensibilité au prix, là. On le constate souvent, les gens achètent de plus en plus en rabais. Là, sur tous les produits qu'on vend dans une année, ils sont de plus en plus en rabais. Puis c'est la même chose dans tout le volet là, de l'alimentation at large. C'est sûr que c'est quand même présent, puis ça s'accentue. Là, on l'a vu aussi avec le dernier rapport de la SAQ. Sur une base personnelle, tantôt Francis l'a mentionné, ça fait 20 ans que je suis dans l'industrie. Là, c'est le jour et la nuit. Ah ouais, hein? C'est le jour et la nuit. On est passé d'il y a 20 ans à un produit fait ici et nécessairement de moindre qualité qu'un produit importé. Ouais. À aujourd'hui, on est dans la majorité des catégories, je dirais pas encore dans toutes les catégories. La perception, c'est qu'on est équivalent et dans certains cas, on est même meilleur. Les industries, tant au niveau du vin que des spiritueux, ont connu une ascension fulgurante. Notre fondateur, Nicolas Duvernois, lorsqu'il a lancé Pure Vodka, c'est la première fois qu'une marque intégrait dans son narratif qu'elle était produite ici. Il y avait des produits québécois qui avaient été faits avant, mais jamais une vodka craft distillée ici, puis vraiment présentée au marché comme je viens du Québec et j'en suis fier. C'est la première fois. Maintenant, c'est une industrie qui est extrêmement grande. Donc le futur est vu d'un les bon consommateurs œil. sont là. Donc, vous voyez le futur d'un bon œil, malgré le marché qui tremble un peu? Oui, parce que la qualité des produits est au rendez-vous et au fur et à mesure qu'il y a des entrepreneurs qui s'y lancent, c'est sûr et certain qu'il y a un partage de connaissances puis il y a un nivellement vers le haut. Donc, oui, définitivement. Ça reste quand même fragile dans certaines catégories. Au niveau des prêts-à-boire, entre autres, on avait une longueur d'avance. Nous, en 2018, on était le premier producteur de spiritueux haut de gamme sur la planète à lancer un prêt-à-boire. C'est une mouvance qui s'est étendue aux États-Unis, puis maintenant ici au Québec, des fois j'ai quasiment l'impression qu'on revient à comment c'était avant 2018. Là. Il
il y a parfois une certaine baisse de qualité, là, mais les gens sont ouverts aux produits québécois dans la quasi-totalité des catégories à la SAQ. J'ai une question pour toi, Stéphane Rochefort. Tu parlais tout à l'heure de l'aluminium. Puis moi, ça me fait un peu capoter. Le Québec est un des plus grands producteurs d'aluminium au monde, là, puis du bon aluminium avec de l'énergie renouvelable. En tout cas, on coche toutes les cases. Et là, bien évidemment, depuis le jour de la libération, article 232, Donald Trump a décidé d'imposer des tarifs à l'aluminium québécois, donc qui se rendent au sud de la frontière. Et c'est au sud qu'on fait les canettes. Puis là, ils sont vendus à Duvernois et à tout le monde, là, dans le fond. Oui. Fait que pour un truc qu'on fait dans notre cour arrière, on finit par payer beaucoup plus cher, ainsi que tous vos concurrents américains. Mais bon, vous êtes une PME, là, j'ai envie de dire, là, mais est-ce qu'il y a une réflexion industrielle là, avec les grands joueurs, les moyens joueurs, pour dire on pourrait-tu se doter d'une capacité de faire des canettes? Je veux dire, ça doit pas être... Je comprends que c'est des gros dollars, mais ça doit pas être si compliqué que ça, faire une canette. Je veux dire, ça a une forme assez standard, t'en fais des très grands volumes. Est-ce que c'est jasé dans l'industrie actuellement? À ma connaissance, il y a eu beaucoup de discussions par rapport à ça, mais en concret, tu l'as mentionné, c'est une question de dollars. Puis, nous, on fait affaire avec une entreprise qui a son siège social au Colorado, qui s'appelle Ball, qui approvisionne la majorité des grands producteurs de canettes aluminium, là, des Red Bull, au Coke et tout. Mm-hmm. Et il y a une autre entreprise qui s'appelle Arda, et c'est pas trop clair, même si c'est pas la même entreprise, là. Donc, c'est une position quasi monopolistique. Il faut comprendre que les fournisseurs d'aluminium, actuellement, pour eux, ce sont des joueurs excessivement importants. Donc, c'est un mélange du capital nécessaire pour entreprendre quoi que ce soit en lien avec ça et peut-être un manque de désir des producteurs d'aluminium. C'est, au mieux de mes connaissances, c'est un peu ça la situation, mais c'est une des plus grandes aberrations de notre industrie. Oui. Parce que vraiment, l'aluminium des canettes de Romeo's Gin, de Pure Vodka à la SAQ, c'est de l'aluminium du Québec transformé aux États-Unis. C'est vraiment ça. Puis 50% plus cher, ce qui veut dire qu'on pourrait faire des chiffres, là, si tu veux, on se fait un petit Excel, toi puis moi, là, mais si on arrivait à un truc qui était 33%, plus cher, on serait quand même concurrentiel sur le marché canadien. On pourrait être très inefficace avec notre petite usine d'aluminium. On serait quand même moins cher. En fait, moi, ça me fait un peu capoter. Mais comme tu le dis, il y a un croisement de un peu monopole, puis un peu... ça a toujours été comme ça. Puis évidemment, c'est pas... Je connais pas vos finances, là, Duvernois, mais on parle d'une coupe de zéro de plus, probablement, là, pour se lancer dans une aventure comme celle-là. Là, ouais. C'est un impact qui est quand même excessivement important, surtout dans un contexte où les consommateurs, à l'échelle de l'Amérique du Nord, vont de plus en plus vers le convenience. Donc, les prêts à boire gagnent en popularité. Les spiritueux diminuent en popularité. Les gens optent de plus en plus sur des prêts à boire à base de spiritueux, donc consomment quand même des spiritueux à travers les prêts à boire. Donc, globalement, les gens sont de plus en plus intéressés aux spiritueux, puis il y a une hausse de la consommation de spiritueux, même si on dit qu'il y a une baisse de consommation de l'alcool. Donc, c'est quand même positif pour nous, mais c'est sûr et certain que plus ça va, plus il y a une part importante de notre business qui est centrée sur l'aluminium et ça risque de même s'accentuer. C'est un autre dossier, là, à partir de janvier, quand les prêts à boire à base de spiritueux seront disponibles en épicerie. Oh, oui, j'avoue que c'est un autre bon point parce que là, pour l'instant, votre chiffre d'affaires, est-ce qu'on sait de quelle façon il est affecté par tout ça? En fait, actuellement, il y a beaucoup de questionnements en lien avec ça, là, de la structure de prix à laquelle on va être confronté, à qu'est-ce qui va arriver avec les produits à base de malt, comment les bannières vont réagir et où est-ce qu'elles vont couper pour libérer de l'espace pour ces nouveaux produits-là qui vont rentrer. Parce que la réalité, c'est que physiquement, vous allez dans des épiceries, là, il n'y a pas des tablettes vides à l'heure actuelle. Donc, où est-ce qu'on va, quel espace va être pris pour ça? Mais c'est sûr que nous, ce qu'on entrevoit, c'est que les gens vont déjà en épicerie, beaucoup plus là, qu'à la SAQ. Donc, si on est en mesure d'avoir accès à des produits en épicerie, on s'attend à ce qu'il y ait une baisse d'affluence à la SAQ, ce qui pourrait avoir un impact pour encore accélérer la baisse de la demande sur les spiritueux et parce que les produits vont être disponibles en épicerie en canette, une hausse de la demande globale
pour les prêts à boire. Très, très intéressant tout cela. Stéphane Rochefort, coprésident de Duvernois Esprit Créatif. Merci d'avoir été avec nous. Tout le plaisir pour moi. Merci.